James, on sait que c'est le quotidien ça des policiers, mais quand il dit on était le dernier rempart, nous, en zone gendarmerie, c'est-à-dire que là, toutes les digues ont sauté, en fait. Hein. Ah mais ça date pas d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, malheureusement. Les refus d'obtempérer, c'est toutes les 20 minutes en France. C'est un fléau national qui prend de l'ampleur. Des délinquants de plus en plus violents qui n'hésitent pas à foncer sur les forces de l'ordre avec des palmarès, j'ai envie de dire, impressionnants. Donc effectivement, vous savez, j'ai l'impression de revivre, vous savez, le film Un jour sans fin. Oui. J'ai l'impression de redire exactement les mêmes choses, de dire que mes collègues font ce qu'ils peuvent. Les refus d'obtempérer, il faut absolument les traiter. Et je demande aux responsables politiques quand est-ce qu'il va y avoir un choc d'autorité aujourd'hui dans ce pays. D'autant que là, il y a en plus un élément supplémentaire. Ce qu'on comprend, c'est la récidive pour la plupart d'entre eux. Enfin, tous d'ailleurs, tous engagés, y compris cette femme qui était dans le véhicule. Alors absolument, moi je me demande encore aujourd'hui pourquoi ces 3 individus ne sont pas derrière les barreaux. Qu'est-ce qu'ils faisaient en liberté? Et on a la preuve 42 mois, c'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien, 42 mois. À l'échelle des condamnations. Donc moi, quand je vois ces affaires qui me font mal au cœur, hein, moi je suis scandalisée. C'est dommage qu'on ne fasse pas venir sur les plateaux les magistrats qui ont pris certaines décisions pour expliquer pourquoi ces individus sont en liberté aujourd'hui. Alors on a beau me parler de l'individualisation de la peine, très bien, mais est-ce qu'il ne faut pas revenir sur les peines planchées justement pour être sûr que ce genre de délinquants ne soit pas en prison. C'est un vieux serpent de mer qui reviendra dans la sphère législative de toute façon à Amaury-Brulé. La droite le réclame à grands cris. Gérald Darmanin, un projet de loi qui sera présenté dans l'hémicycle en janvier ou en février, où il compte revenir évidemment sur l'automaticité des remises de peine, revenir sur la question du sursis et appliquer réellement la circonstance aggravante lorsqu'on s'en prend à un policier, à un force de l'ordre. Donc ça devrait être débattu dans l'hémicycle à partir de janvier, février. On voit bien que le problème est structurel et que là, ça illustre toute la déliquescence française. Il y a récidivistes, refus d'obtempérer, vous avez rappelé les chiffres, près de 25 000 refus d'obtempérer. L'alcoolémie aussi pour le conducteur. Hein. L'alcoolémie. Circonstance aggravante. Et soulignons, vous l'avez fait en introduction Nelly, le sang-froid des forces de l'ordre, parce que je parle sous le contrôle de Juliette, mais ils ont été menacés à l'arme blanche et à aucun moment ils n'ont fait usage de leur arme de service. Soulignons aussi ce sang-froid des forces de l'ordre. James, aussi, c'est un nouvel élément depuis l'affaire Naël. Il y a quelque chose qui a changé, y compris dans la tête des policiers. Je vais rebondir et vous avez raison. Les gendarmes, sur cette affaire, ont fait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Mais la question peut se poser, est-ce qu'ils ont fait preuve d'un sang-froid? J'en suis convaincue, mais quelque part, les forces de l'ordre, à un moment où elles interviennent sur ce genre de situation, c'est de se dire, mais si j'interviens trop, est-ce que je ne vais pas me retrouver en garde à vue, en prison? Si j'interviens pas, les dommages collatéraux vont être spectaculaires, c'est-à-dire que les citoyens, les familles qui sont sur les trottoirs, vous savez comment peuvent se terminer les refus d'obtempérer. Donc aujourd'hui, quelque chose effectivement a basculé, c'est de se dire, voilà, est-ce que j'interviens à mes risques et dépens ou est-ce que j'interviens pas? Et on me reprochera peut-être de ne... voilà. Donc on rappelle la mise en examen de l'auteur du tir. Exactement, c'est la difficulté qui a saisi tout le monde. C'est la difficulté aujourd'hui de traiter les refus d'obtempérer. Quand on regarde nos voisins européens, on n'a pas tout à fait la même façon de gérer les refus d'obtempérer. Vous suivez beaucoup ce genre d'affaires, Amaury. Là, on est quand même dans quelque chose de pas exceptionnel, mais de par son ampleur et la manière dont ça a duré, de quand même assez énorme. Malheureusement, de plus en plus fréquent. Il y a le fléau des refus d'obtempérer et puis le fléau du laxisme judiciaire. La réalité, c'est que quasiment aucun chauffard auteur de refus d'obtempérer en France ne va véritablement en prison, alors que beaucoup d'entre eux sont des multirécidivistes. À Nantes, en 2020... on nous dit, au-delà de 50 km à l'heure de dépassement, ça va être considéré comme un délit. On attend de voir ce que ça va donner. Ça, c'est la théorie. En pratique, malheureusement, ça n'est pas cela. À Nantes, en 2023, un jeune de 16 ans, à bord d'une voiture volée, a percuté un policier. Il a écopé de 35 heures de travaux d'intérêt général. À Schiltigheim, dans le Bas-Rhin, il y a un an, un policier aussi a été percuté par un jeune de 17 ans à motocross. Il a écopé de 4 mois de prison et de 150 € d'amende. Mal l'aspect dissuasif, ouais. À Noël, c'est-à-dire il y a quelques jours dans les Vosges, 2 gendarmes aussi ont été blessés par un forcené qui avait 13 mentions à son casier judiciaire. Là, il y avait une volonté de tuer, parce qu'il a fait demi-tour sur la route pour aller percuter le deuxième. Donc la réponse pénale, elle n'est pas à la hauteur, mais tout cela avait été dit et diagnostiqué par l'épouse, par la veuve du gendarme Éric Comines, tué lui aussi lors d'un refus d'obtempérer à Mougins il y a un an, et qui avait dit à l'époque « La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance ». Vendry, un mot de réflexion sur ça.
Oui, on est vraiment face à des individus qui sont prêts à tout pour se soustraire à la loi et donc qui sont prêts à prendre tout le risque pour eux et aussi pour les gendarmes et les policiers qui font ce genre de contrôle. Et je crois que tout le débat se place sur l'arsenal législatif qu'on donne à ces policiers et gendarmes qui sont sur le terrain. On l'a vu avec l'affaire Naël où effectivement, quand un policier ouvre le feu, c'est lui qui se retrouve dans le viseur du tribunal. Justice, oui. Et à la fin, c'est lui qui prendra plus cher que pénalement que celui qui veut faire un refus d'obtempérer. Et on est face à des gens qui sont vraiment prêts à tout. Et j'ai un ami qui était en Nouvelle-Calédonie, qui est gendarme, officier de gendarmerie, qui me racontait qu'il avait fait face à un refus d'obtempérer et que l'individu qui était dans son véhicule était à une allure fantastique sur les routes de campagne à 150 km/h et qui s'était pris après un arbre et qu'il avait quand même réussi à fuir. Et bon, à la fin, c'est toujours les gendarmes qui gagnent puisqu'ils avaient réussi à le récupérer. Vous avez une question, je crois, à poser à Gaël, James. Vous évoquiez tout à l'heure les expériences étrangères. Est-ce que vous pensiez notamment au contact tactique, qui est une stratégie utilisée notamment au Royaume-Uni avec efficacité aux États-Unis ? Alors oui, effectivement, c'est quand même un dispositif qui a fait ses preuves. Faut bien faire attention à ce dispositif. Alors personnellement, et mon syndicat est pour, le contact tactique permet justement d'arrêter tout de suite le délinquant. Le dispositif a fait ses preuves parce qu'au Royaume-Uni, les refus d'obtempérer ont baissé de moins 52%. Alors il y a un vrai fossé, même les Pays-Bas s'y sont mis, c'est la tolérance zéro. Alors pourquoi on est si frileux à l'appliquer ? C'est ce que j'allais vous dire. Il y a un fossé entre les Royaumes-Uni et le Pays-Bas qui autorisent ce dispositif. Et quand vous voyez l'IGPN qui sort une fiche en disant est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour les courses-poursuites après un refus d'obtempérer ou autre infraction, je me dis mais qu'est-ce qui se passe en France ? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays où aujourd'hui les responsables politiques se disent oh là là, non, on ne va pas poursuivre les délinquants, on va faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, on a peur, on va revenir sur la nuit du 31. Il y a plein de choses qui sont faites comme ça en France parce qu'on a peur. On a peur de la réaction de certaines classes politiques et du reste. Justement, la préfecture de police de Paris, vous parlez du 31, dévoile une partie du dispositif pour la Saint-Sylvestre, avec déjà des alertes ces derniers jours. Donc on imagine que vous allez tous être un peu sur les dents. Les détails avec Vincent Fandège. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de personnes se réunissent sur les Champs-Élysées à Paris pour célébrer le passage à la nouvelle année. Demain, le dispositif de sécurité sera encore une fois particulièrement important. Dans un contexte de menaces terroristes toujours élevées, la préfecture de police déploie sur l'agglomération parisienne un dispositif de sécurisation renforcé et destiné à remplir deux objectifs: garantir la sécurité des personnes et des biens, prévenir les troubles à l'ordre public. Ainsi, à Paris et en Petite Couronne, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Au cœur des festivités sur les Champs-Élysées, plusieurs zones seront interdites au public. Seule la zone verte sera accessible à partir de 19h. Dans celle-ci, la vente et la consommation d'alcool seront interdites, comme les rassemblements de nature revendicative, ainsi que le port, le transport et l'utilisation d'artifices ou d'articles pyrotechniques. Par ailleurs, la préfecture de police rappelle que cette année, seule une projection vidéo sera proposée au public, le concert ayant été annulé pour des raisons de sécurité. Il y a évidemment un côté un peu triste de se dire qu'un événement festif de la sorte, qui devrait fédérer tout le monde, va être un défouloir de haine et de violence pour suffisamment d'individus pour qu'on déploie 90 000 policiers quand même. 90 000 policiers. Je rappelle aussi qu'en plus de ces festivités, il y a quand même la Coupe d'Afrique des Nations. On fait attention. Ça, c'est l'éléphant dans la pièce, quand on a dit on ne fait pas le concert. C'est ça en plus. Si vous voyez, on a peur des débordements de certains supporters. Avec l'esprit de Noël, il y a quand même la grande prière demain soir à 19h de la communauté chrétienne. Il y a un dispositif ad hoc pour ce rassemblement. Oui, vous avez raison, c'est triste. C'est triste parce que ce jour de l'an, c'est pour les familles, c'est pour les amis. On a envie de se retrouver sur les Champs-Élysées, d'assister à un concert. Non, la France, quand je dis la France, c'est encore une fois, le gouvernement fait le choix de supprimer ce concert par peur. Je vais être un peu triviale, on préfère baisser notre froc. 90 000 policiers qui, par ailleurs, ne pourront pas fêter
la Saint-Sylvestre avec leur famille ou leurs amis. Alors que dans un pays où tout irait bien, on se dit qu'ils n'ont pas besoin d'être aussi nombreux dans la rue, quoi. Alors, eux aussi, ils s'assoient un peu sur. Non, mais tout à fait, on n'a pas besoin libre. d'être aussi nombreux. On s'est engagé pour ça aussi, c'est la sécurité des Français. Ça fait beaucoup d'événements que vous devez et vous avez raison. encadrer. En revanche, 90 000, tous les ans, finalement, ça va augmenter en fonction de la hausse des délinquants et de la violence. Alors parlons de ce match. Oui, parce que vous avez 17h, Algérie, Guinée équatoriale. Exactement, match de la CAN, et vous avez raison de dire que c'est l'éléphant dans la pièce. En tout cas, ça joue une part prépondérante dans l'équation sécuritaire de Laurent Nunez, qui a donc décidé d'annuler ce concert prévu sur les Champs-Élysées. Mais on n'a pas trop bien compris, parce qu'il évoque des raisons sécuritaires. Mais l'année dernière, on avait pu tenir ce concert, l'année d'avant aussi. Donc évidemment qu'il y a ce match de la CAN. Ils n'ont pas assumé de le dire. Et ça n'a pas été dit, mais tout le monde l'a compris. Il y aura potentiellement des débordements. Et c'est finalement le grand renoncement français, c'est-à-dire que ce qui est censé être un moment de festivité, tout le monde va se barricader, les commerçants vont se barricader et les concerts sont annulés. Et il y a encore des gens qui auront le courage, ou je ne sais pas, l'inconscience d'aller sur les Champs-Élysées pour fêter ça, hein. Des gens qui vont en famille pour faire ça. Moi, je pense qu'autour de moi, beaucoup de gens disent « Ah ben demain, je ne sors pas parce qu'on ne sait jamais ». C'est quand même incroyable d'en arriver à s'auto-censurer de la sorte, Vendry de Garpel. Bien sûr, la racaille nous a tout supprimé, tout confisqué. On ne peut plus faire la fête tranquillement dans ce pays, et on le voit, chaque occasion est bonne à prendre pour pouvoir casser, piller et attaquer les forces de l'ordre. On l'a vu avec le match du Paris Saint-Germain après la Ligue des Champions, la victoire. On a la fête de la musique, où à chaque fois ça se termine souvent assez mal. On le voit à chaque match de football, presque. On le voit là à chaque Saint-Sylvestre. Et donc là, effectivement, on a ce match avec l'Algérie. Peut-être un élément de réponse, un élément qui pourrait être mis en place, c'est déjà arrêter et faire en sorte d'interdire le drapeau algérien lors des matchs avec l'Algérie, parce qu'effectivement on voit que les supporters algériens s'excitent en ayant ce drapeau algérien et en voulant en fait défier à chaque fois nos forces de l'ordre, et en réalité c'est le moyen de montrer leur détestation de la France. C'est compliqué d'interdire les drapeaux dans des événements. Ah oui, mais on n'a pas de enfin, problème avec le drapeau breton et corse, et on l'a. Oui, mais même eux, on n'arrive pas à les enlever complètement de l'espace public. On ne sait pas si d'ailleurs la météo va jouer un rôle, parce que peut-être que le froid va en décourager aussi certains. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soit une victoire ou une défaite, de toute façon, il y aura du grabuge. Ça, c'est à peu près assuré, malheureusement. Oui, parce qu'on est dans un pays où, malheureusement, on ne peut plus organiser un événement festif sans être obligé de mobiliser les forces de l'ordre en masse. Alors, au soir du 31 décembre, il y a 3 risques qui ont été identifiés par les autorités. Évidemment, la menace terroriste qui perdure, qui reste à son plus haut en France. Le risque de la délinquance d'opportunité, où on va voir se multiplier très certainement, comme tous les ans d'ailleurs, des agressions sexuelles et des vols qui visent notamment les femmes et les touristes. Et puis évidemment, le risque de violence urbaine, aggravé par l'organisation de ce match entre l'Algérie et la Guinée équatoriale au Maroc à l'occasion de la CAN. Et puis, de toute façon, la seule certitude que l'on aura, c'est au lendemain du 31 décembre, le 1er janvier et le 2 janvier, on aura des centaines de véhicules brûlés. Oui, c'est ça, j'allais dire, on n'a même pas évoqué l'hécatombe des voitures brûlées. Et probablement des policiers et des gendarmes blessés, visés par des tirs de mortier dans les banlieues françaises. Les mortiers aussi, quel phénomène incroyable. On a vu ce qui s'est passé au Trocadéro. Alors, il y a eu quelques comparutions immédiates. Mais bon, il y a maintenant des gangs qui sévissent pour provoquer ostensiblement les forces de l'ordre avec ces tirs de mortier, dont je rappelle qu'ils sont interdits à la vente quand même. Tout à fait, mais surtout en ces périodes-là, c'est-à-dire qu'il y a des mesures administratives. Normalement, ces délinquants ne peuvent pas acheter ces mortiers, c'est interdit. En revanche, effectivement, on aura ça cette nuit-là, comme des voitures incendiées, et le lendemain, on nous dira que finalement, on a eu chaud, ça s'est bien passé. Oui, c'est ça. C'est pas si mal par rapport à l'année dernière. On fera toujours un bilan comparé aux années passées. Bien sûr. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la question. On retient un peu son souffle et on croise les doigts quand même pour que ça se passe au mieux demain, grâce à votre action notamment.